heures, merci d'être à ce nouveau rendez-vous de l'information. Vous suivez RTI 1. Accentuer la coopération au niveau sécuritaire et économique entre la Côte d'Ivoire et le G5 Sahel, organisation sous-régionale de 5 pays du Sahel. Ces résolutions sortent de l'entrevue que le chef de l'État ivoirien a accordée aujourd'hui au secrétaire permanent du G5 Sahel. Le Premier ministre ivoirien a ouvert ce mardi la phase de généralisation de la couverture maladie universelle CMU. Ce système national obligatoire a pour objectif d'assurer l'accès à des soins de qualité et à moindre coût à l'ensemble de la population ivoirienne et non ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. Fraude fiscale, plus de 3 milliards de nos francs de marchandises ont été saisis par les impôts qui ont fermé ce mardi à la zone industrielle de Yopougon, un entrepôt d'une société installée sur 800 000 mètres carrés qui aurait dû s'inscrire sous le régime des grandes entreprises au lieu de petites entreprises comme déclaré. L'État ivoirien accompagne les femmes entrepreneurs. Grâce au fonds de l'entrepreneuriat féminin, elles peuvent bénéficier de financements allant de 1 à 50 millions de nos francs. À ce jour, elles sont 180 qui en ont bénéficié pour un montant de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Bonsoir et merci à tous. Merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble. Le secrétaire permanent du G5 Sahel, reçu en ce jour par le chef de l'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara et Maman Sambo Sidikou ont échangé sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette organisation sous-régionale. Une coopération que les deux parties entendent accentuer, surtout au niveau sécuritaire et économique. Mahama Traoré et Abiba Dambélé. Le G5 Sahel est une organisation créée en 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Sa mission, combattre l'insécurité et la pauvreté dans une zone couvrant une superficie de 5 millions de kilomètres carrés avec 80 millions d'habitants. Même si la Côte d'Ivoire ne fait pas partie du G5 Sahel, elle figure au nombre de ses partenaires stratégiques, notamment en ce qui concerne les questions de développement et de lutte contre le terrorisme. Des sujets largement évoqués lors de la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le secrétaire permanent du G5 Sahel, de passage à Abidjan. La Côte d'Ivoire est importante pour notre espace aussi, notre espace sahélien. Et Grand Bassam nous rappelle que nous avons une communauté de destin et qu'il faut se consulter. Il faut prendre des conseils auprès des aînés qui ont géré ce genre de situation avant nous. J'ai expliqué, j'ai dit au président Ouattara un peu ce que nous faisons sur le plan sécuritaire, bien sûr, mais aussi sur le fait que sécurité et développement sont intimement liés et qu'il faudra faire de la sécurité par le développement. Et comme, si je peux me permettre ce mot, le président Ouattara est un spécialiste en la matière, j'ai pris ses conseils pour le bien des pays du G5 Sahel, du Sahel, mais de la région d'une façon générale. Le G5 Sahel pilote également une quarantaine de projets de développement à réaliser dans l'espace sahélien, dont le coût est estimé à 2,4 milliards d'euros. Le secrétaire permanent de cette organisation a ainsi sollicité l'appui du chef de l'État en vue de l'obtention de financement auprès des banques de développement. La couverture maladie universelle entre dans sa phase pratique. Ce système national obligatoire entre dans un processus de généralisation qui va se faire de façon progressive. Une période expérimentale ayant déjà été effectuée. Herman Guivet. Couverture maladie universelle, CMU. Fini la phase expérimentale, place désormais à la préparation de la phase générale. Un atelier présidé par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, et qui rassemble partenaires techniques et financiers, ainsi que tout acteur concerné par la mise en œuvre de la CMU. Un atelier studieux, au terme duquel nous devons être en mesure de vous produire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout le mécanisme nécessaire à rendre effective et progressive la phase de généralisation de la couverture maladie universelle. Les acquis de la phase expérimentale du régime général de base de la CMU, entamé le 25 avril 2017 avec la population cible des étudiants, permettent d'envisager l'extension de la CMU selon le principe de la généralisation progressive. L'expérience acquise permet d'étendre la marge de manœuvre.
Le processus d'enrôlement biométrique et sécurisé des populations a permis à ce jour d'avoir une base de données de plus d'1 million d'assurés et se poursuit sur toute l'étendue du territoire. Les mécanismes de prélèvement des cotisations du secteur formel, public et privé sont définis et formalisés. Ceux relatifs au secteur agricole et informel sont en cours de finalisation en lien avec les populations concernées. Le panier de prestations tenant compte de l'état de santé de nos populations a été établi. Les procédures de contrôle et de prise en charge des prestations ont été élaborées. Le système d'information et de gestion de la CMU est donc opérationnel. Afin d'accompagner cette généralisation, le gouvernement a pris certaines mesures. 729 établissements publics et semi-publics ont été retenus pour constituer le réseau de soins initial de la CMU. Un vaste programme de réhabilitation de notre infrastructure sanitaire a également été lancé. Nous pouvons donc, avec beaucoup de satisfaction, affirmer que les principaux obstacles identifiés au niveau expérimental ont pu être surmontés et que la mise en œuvre de la CMU a connu des avancées notables. Cependant, le passage à l'échelle laisse entrevoir les dernières difficultés qu'il importe de relever et de résoudre pour garantir une bonne mise en œuvre de la génération progressive de la CMU. Je reste convaincu que la CMU continuera son déploiement et permettra une bonne redistribution des fruits de la croissance. Cela est un gage d'équité sociale et c'est cela l'orientation fondamentale du vivre ensemble prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a dit toute sa foi dans le modèle de protection sociale ivoirien et dans sa capacité à offrir aux populations ivoiriennes une meilleure qualité de vie, condition indispensable pour inscrire la Côte d'Ivoire dans le cercle vertueux des pays émergents à l'horizon 2020. Maître Paulina Massida, conseillère principale du bureau du Conseil public pour les victimes, séjourne en Côte d'Ivoire depuis hier lundi. Elle a été reçue ce mardi par Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les échanges ont porté sur le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale et le gouvernement ivoirien entendent travailler ensemble sur cette question. Paulina Massida animera demain mercredi une conférence de presse sur le sujet. On en arrive à cette affaire de fraude fiscale qui porte sur plus de 3 milliards de francs CFA. Les impôts ont fermé un entrepôt contenant des marchandises frauduleuses à la zone industrielle de Yopougon. Une société installée sur 8000 mètres carrés, déclarée comme une petite entreprise au lieu d'être inscrite sous le régime des grandes entreprises. Lancine Bakayoko. Cette saisie est le résultat des recherches effectuées par la Direction des enquêtes fiscales et du renseignement au sein de cette entreprise de vente de matériaux de construction immobilière installée sur 8000 m² au sein de la zone industrielle de Yopougon. Les opérations de perquisition au niveau de la comptabilité ont permis de découvrir de graves anomalies. Nous avons constaté donc que cette entreprise avait deux comptabilités, c'est-à-dire une double comptabilité, comme on le dit dans notre langage, qui déclare donc un chiffre d'affaires qui est largement en deçà de la réalité de ses activités. Avec cette double comptabilité, les auteurs de cette activité commerciale clandestine se sont mis à l'abri de plusieurs autres obligations fiscales, dont la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant des préjudices sans les pénalités relatives aux marchandises saisies est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. La direction des enquêtes fiscales entend poursuivre ces opérations en vue de démanteler les réseaux des fraudeurs qui nuisent à la santé de l'économie ivoirienne. Les entreprises doivent se tenir donc pour informer et avertir, de sorte que celles qui seront prises donc dans cet élan-là de fraude, évidemment, elles vont subir donc la rigueur de la loi et devraient pouvoir être appelées à régulariser leur situation fiscale vis-à-vis des impôts. Au terme de la procédure, les faussaires devraient être condamnés à reverser à l'État les montants dus avec les amendes. Dans le cas contraire, les marchandises seront vendues aux enchères avec possibilité de poursuite pénale.
Autre fraude sur l'impôt, cette fois à l'international. La star portugaise du ballon rond, Cristiano Ronaldo, a été condamnée pour fraude fiscale et doit payer une amende d'environ 3,2 millions d'euros, soit plus de 2 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute 2 ans de prison, changée en amende de plus de 200 millions de nos francs. Le quintuple ballon d'or a été reconnu coupable de montage de sociétés pour éviter de payer en Espagne ses impôts, notamment sur ses droits à l'image entre 2011 et 2014. Ces femmes entrepreneurs, elles, payent bien leurs impôts. L'État ivoirien les accompagne avec le Fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Elles peuvent bénéficier de financements allant de 1 à 50 millions de francs CFA. Elles sont 180 à en avoir bénéficié à ce jour pour un montant de plus de 2 milliards 500 millions de nos francs. Leur témoignage, les étapes et procédures pour être financées par ce fonds. Dans le dossier EcoPlus, il est signé ce soir Nadia Eja et Cheikh Koné. Comme tous les matins, Juliana se rend à sa boutique située dans un centre commercial dans la commune de Cocody. C'est en 2007 qu'elle se lance dans le commerce après avoir abandonné son emploi dans une compagnie d'assurance. Une activité bien meilleure qu'elle souhaiterait accroître. Mais comme la plupart des femmes entrepreneurs, elle est confrontée au manque de financement. Toute seule, c'est pas facile. J'ai l'idée d'agrandir mon commerce et puis aussi d'embaucher les petites sœurs pour travailler. Mais comment faire pour avoir ces fonds? Et pourtant, l'État multiplie les initiatives pour accompagner les femmes entrepreneurs. L'une de ces actions est la mise en place du fonds Bassi. Judith Touré est l'une des bénéficiaires de ce fonds. Spécialisée dans la confection et la vente d'articles faits avec les étoffes du pays, elle a reçu en avril 2018 10 millions de francs CFA pour booster son activité. Ça a été pour moi un nouvel apport parce qu'à un moment donné de l'activité, j'ai senti qu'il fallait passer au développement. Mais l'autofinancement n'est pas facile parce que depuis, je fonctionnais moi-même, je m'autofinançais et ce n'était pas évident. Mais depuis que j'ai eu les fonds, j'ai commencé à développer l'activité. Ce fonds s'élève à un montant de 5 milliards de francs CFA et a déjà contribué à appuyer plusieurs autres femmes à l'instar de Judith. Je dis comme ça à mes sœurs que le fonds Bassi, c'est de la réalité. Qu'elles n'hésitent pas, qu'elles s'approchent du ministère du Commerce pour pouvoir s'engager. Que moi, je suis bénéficiaire. Elles aussi, elles peuvent l'être. C'est sans distinction. Depuis la première cérémonie de remise des chèques en décembre 2017, c'est plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA qui ont été octroyés à 180 femmes, soit 51% d'absorption du fonds initial. Ce fonds vient appuyer ces femmes à la fibre entrepreneuriale, mais pour en bénéficier, il faut impérativement être ivoirienne, majeure et actionnaire unique ou majoritaire d'une entreprise légalement constituée. À ces prérequis, fournir un dossier de candidature à déposer à la direction des PME. Ce dossier devra être composé de documents administratifs de constitution et d'existence légale de l'activité, d'un business plan et de documents financiers et comptables confirmant la solvabilité du postulant. Depuis le lancement du projet en août 2017, c'est 470 dossiers acheminés vers la banque pour 180 crédits accordés. Mais qu'arrive-t-il aux dossiers non validés? La plupart du temps, on attend toujours des retours d'informations complémentaires pour nous permettre d'apprécier au mieux leur financement. Donc après, on ne rejette pas le dossier parce qu'il faut le rejeter. On rejette le dossier en dernier ressort quand malheureusement on n'a pas pu avoir toutes les informations qui puissent nous permettre de prendre une décision sur le dossier. Donc un dossier peut être en stand-by pendant 2, 3, 4 mois, le temps même que la dame puisse réorganiser sa demande et revenir vers nous pour qu'on puisse faire passer le dossier. Pour faciliter l'accès aux fonds et optimiser le taux de financement, l'agence Côte d'Ivoire PME accompagne les postulants dans la constitution de leur dossier de prêt et dans la bonne gestion des fonds octroyés. L'agence Côte d'Ivoire PME intervient au travers des séances de formation pour que ces personnes-là qui ont reçu un financement puissent mettre en place des tableaux de bord de gestion qui favorisent une très bonne gestion des fonds qu'ils ont reçus. Ces chèques sont des prêts remboursables avec un taux d'intérêt de 8% au lieu de 12% pratiqués en moyenne dans les banques commerciales. La durée de financement et de remboursement varie en fonction des capacités du bénéficiaire. On peut avoir un dossier pour lequel la dame estime qu'il lui faut 2 ans pour rembourser. Et après étude, on se rend compte que malheureusement, ce n'est pas 2 ans, c'est plutôt 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc ce ne sont pas des durées qui sont figées, mais ce sont des durées qui sont négociées et revues en fonction de tous les dossiers qu'on reçoit.
Le Fonds pour l'entrepreneuriat féminin de 5 milliards de francs CFA est la résultante d'une convention signée entre l'État ivoirien et le Royaume du Maroc. Dans l'optique d'atteindre les résultats escomptés par le gouvernement en initiant ce projet, des visites terrain sont organisées régulièrement auprès des bénéficiaires. Objectif, toucher du doigt leur activité et s'assurer de la bonne utilisation des fonds reçus. D'ici 3 à 4 ans, quand on va venir vers vous, on puisse voir une véritable ligne où vous êtes en train de produire en grande quantité pour vendre. Pas qu'on s'arrête juste à des petites commandes. Pour un plus grand nombre de bénéficiaires, le gouvernement prévoit des tournées dans les villes de l'intérieur. Cette tournée vise à informer toute la population ivoirienne et l'écosystème des TPE et PME sur les différentes conventions signées entre mon département et certaines structures financières et qui demeurent peu connues, d'une part, et de sensibiliser les TPE et PME sur toutes les mesures prises par le gouvernement en leur faveur, d'autre part. D'ici à la fin du premier trimestre de l'année 2019, le ministère en charge des PME compte associer plusieurs directions régionales à ce projet en vue de collecter les demandes à partir de l'intérieur du pays. De quoi absorber les 2,5 milliards de francs CFA restants. Et on change de domaine pour parler du Salon international Shield Africa 2019. Il s'est ouvert ce mardi à l'École nationale de police. Il s'agit de permettre aux experts et responsables africains de rencontrer des industriels du monde entier afin de répondre aux défis sécuritaires du continent. Abou Sanogo. La 5e édition du Salon international Shield Africa, ouverte ce matin à l'École nationale de police. Un salon qui permet aux gouvernements africains internationaux de se rencontrer afin de répondre aux défis sécuritaires du continent. Les chiffres augmentent comme chaque année, nous avons une progression constante. Également, on voit l'apparition de pavillons. Le Shield Africa est en train de devenir l'égal des grands salons de défense et de sécurité qu'il y a dans le monde. Protection et contrôle des frontières est le thème de ce salon, qui se veut comme le carrefour des technologies de sécurité de tout le continent africain. La protection et le contrôle des frontières est aujourd'hui un enjeu sécuritaire primordial pour nos États. La lutte contre le crime organisé devient de plus en plus complexe en raison de l'apparition de nouvelles formes de criminalité dues, entre autres, aux nombreux conflits sur notre continent et dans le monde entier, ce qui entraîne évidemment la prolifération des armes légères et de petit calibre, accentuée par la porosité de nos frontières. Si aujourd'hui nous avons cette chance de participer au salon, c'est parce qu'il y a la stabilité dans le pays. Nous tenons à féliciter les autorités de la Côte d'Ivoire pour les efforts qu'ils fournissent tous les jours. Shield Africa est la plus grande exposition africaine pour la défense et la sécurité intérieure, visitée par de nombreux participants, la plupart de l'Afrique. Ça nous permet d'avoir des relations avec les autorités ivoiriennes, tous les services des armées, de la police, des eaux et forêts, et bien entendu de recevoir les délégations étrangères africaines avec qui nous espérons pouvoir proposer nos services. Nous voulons nous développer en Côte d'Ivoire et travailler main dans la main avec la Côte d'Ivoire pour l'amélioration de l'équipement militaire, de police et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Ces participants sont venus d'Afrique et d'Europe pour échanger et partager leurs expériences, présenter leur matériel et montrer les technologies les plus récentes en matière de défense et de sécurité intérieure, plus précisément dans le domaine de la protection et le contrôle des frontières. L'ouverture du 5e salon Shield Africa a été marquée par une démonstration des forces françaises en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a inauguré le centre de secours d'urgence de Dimbokro, ville du centre de la Côte d'Ivoire. Financé par le Conseil régional du Onzi, l'ouvrage a coûté 200 millions de francs CFA. C'est le 7e centre du genre dans le pays et l'initiative doit s'étendre aux autres régions. L'actualité sur la scène politique ivoirienne est marquée depuis hier par le débat sur la réforme de la CEI. Le président du Front populaire ivoirien FPI s'est prononcé sur la question. Et selon Pascal Afin-Guesson, c'est une phase importante pour les futures échéances électorales. Moussa Konaté. Pascal Afin-Guesson, le président du Front populaire ivoirien, a passé en revue l'actualité politique de ces dernières semaines.
le point d'orgue de sa rencontre avec la presse, la réforme de la commission électorale indépendante. Pascal Afine-Guessan s'est réjoui de la reprise du dialogue politique entre le gouvernement et les partis de l'opposition sur la réforme de la CEI. Selon le président du FPI, les échanges sur la révision de l'institution en charge des élections en Côte d'Ivoire constituent une étape importante pour les échéances électorales de 2020. Nous avons rencontré le Premier ministre autour des négociations que nous devons engager pour donner à la Côte d'Ivoire un cadre juridique et institutionnel des élections conforme aux normes internationales. Je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par le ton et l'ambiance de cette première rencontre. Une rencontre au cours de laquelle le discours liminaire du chef du gouvernement, le Premier ministre, est allé dans le sens des préoccupations maintes fois réitérées par les partis politiques et les organisations de la société civile. C'est-à-dire d'abord se retrouver autour d'une table pour parler ensemble de la commission électorale indépendante, du code électoral et de toutes les dispositions qui régissent les élections en Côte d'Ivoire. Avec ce que nous avons entendu, la Côte d'Ivoire est sur la voie d'élections sans violence, d'élections transparentes, d'élections apaisées. Pour rappel, les discussions entre le gouvernement et l'opposition sur la question de la réforme de la commission électorale indépendante ont démarré le lundi 21 janvier. La présidente du RPC Paix, le Renouveau pour la Paix et la Concorde, invite elle aussi la classe politique au dialogue et les populations à la réconciliation. Henriette Lagou appelle les populations de tous bords politiques au rassemblement pour mener des actions en faveur de la stabilité et de la paix. Moussa Konaté. La recherche de la paix et le bien-être des populations demeure le combat du RPC Paix, le Renouveau pour la Paix et la Concorde. La présidente du parti, Henriette Lagou, appelle à l'union, à la cohésion et au dialogue entre les acteurs politiques. Le Renouveau pour la Paix et la Concorde, le RPC Paix, invite les Ivoiriennes et les Ivoiriens, ainsi que nos dirigeants, à la culture de la paix et de l'amour du prochain. Le Renouveau pour la Paix et la Concorde, RPC Paix, convaincu de la capacité du peuple de Côte d'Ivoire à se rassembler et à se retrouver pour faire face à tous les grands défis de sa survie et du rayonnement du pays, lance un appel national à la réconciliation et au pardon. Le rétablissement des relations de fraternité et d'amitié entre le président Bédi et le président Ouattara. Henriette Lagou invite également les populations de tous bords politiques à rejoindre son parti, le Renouveau pour la Paix et la Concorde, afin de mener des actions pour la paix et la stabilité. Toujours dans l'actualité politique, en prélude au congrès constitutif du RHDP du 26 janvier prochain, la jeunesse RHDP a animé une conférence de presse dans la commune d'Abobo. Les jeunes sont invités à prendre part à ce rendez-vous politique important pour le parti. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Face aux populations de la région du Kabadougou, le ministre Sidiki Konaté, chef de mission du RHDP, rassure de l'intérêt de la création du parti unifié. La grande famille des oufouettistes qui prône la stabilité, la cohésion et le développement. Il y a un chef de l'État, il y a des services de l'État qui ont pris des engagements avec des Ivoiriens et qui feront en sorte, si Dieu le veut, que la paix et la sécurité demeurent dans ce pays pour que le développement, que nous avons très bien amorcé, continue sans être interrompu par quoi que ce soit. Voilà le message d'assurance. Sidiki Konaté a également rappelé aux populations de la région du Kabadougou les grands chantiers du chef de l'État en cours actuellement, à savoir le bitumage de l'axe Odiéné-Boundiali et Odiéné-Gbéléban. C'est à travers une mobilisation inhabituelle que les populations du Tchologo ont témoigné leur attachement au RHDP. Lors du pré-congrès régional qui s'est tenu à Ferké, le chef de délégation et le président du conseil régional du Tchologo ont invité les populations à adhérer au projet du parti RHDP. Unis, nous serons toujours forts. Rassemblés, nous serons toujours forts. Je vous demande de privilégier le rassemblement. Je vous encourage à vous approprier la vision du RHDP
qui incarne un nouveau contrat social pour toute la Côte d'Ivoire rassemblée, stable et unie. Le congrès constitutif du RHDP aura lieu le 26 janvier prochain à Abidjan. Ils étaient très nombreux à la salle Carrefour Jeunesse de Grand Bassam pour réaffirmer leur adhésion au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et ils l'ont signifié à l'émissaire du RHDP Kandiaka Missoko Kamara, présidente du pré-congrès pour le compte du Sud Comoé, à la tête d'une forte délégation. Toute la population du Sud Comoé est mobilisée pour le RHDP. Toute la population du Sud Comoé a décidé de prendre date avec l'histoire, a décidé de prendre rendez-vous avec l'histoire de la nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train de s'écrire avec le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les militants du RHDP de Grand Bassam ont promis environ 4000 participants au congrès constitutif du 26 janvier à Abidjan. La commune du Plateau se prépare pour accueillir le congrès du RHDP. Les militants RHDP ont répondu présents à l'appel de Belmondo Golobo, chef de la délégation du RHDP. Vous venez de me démontrer ce matin que le RHDP peut compter sur votre mobilisation parce que c'est vous qui nous accueillez. Le président met le RHDP en place pour vous, la jeunesse. Et cette jeunesse-là doit prendre toute sa place. Fabrice Awignon, président du comité d'organisation de ce congrès, confirme les conditions sont réunies pour recevoir les congressistes. Le plateau est prêt. Le plateau est prêt à accueillir cet événement-là. Le plateau est mobilisé, le plateau est debout. Et le plateau donc n'attend plus que le 26 pour faire donc une grande fête au nouveau parti qui se crée. Des militants venus, nombreux recevoir le message de la mobilisation avant le 26 janvier. C'est à la place Alassane Ouattara de la Riviera Bonoumin que les militants du RHDP se sont donné rendez-vous pour sonner le glas de la mobilisation en vue du congrès du RHDP. Ongouanka Mathias a rappelé les acquis obtenus grâce à l'alliance RHDP. Louis Abonoan, cadre du RHDP, a dû inviter les militants du RHDP à prendre une part active au congrès. Quand Cocody parle, nous savons que cette parole vient depuis les racines et va être transfusée dans le tronc, afin que l'arbre du RHDP produise des fruits qui arriveront à maturité et que toute la Côte d'Ivoire va consommer. Des militants qui ont répondu favorablement à l'appel lancé. UNICEF Côte d'Ivoire fait le bilan de ses activités sur l'année écoulée. Des progrès ont été réalisés en 2018, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection des enfants, où UNICEF Côte d'Ivoire intervient. Mais de nombreux défis restent encore à relever. Dans l'actualité internationale de ce mardi, la République démocratique du Congo attend l'investiture de Félix Tshisekedi, dont la victoire a été confirmée par la Cour constitutionnelle à l'issue de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Ahmed Traoré et Herman Guivé. En République démocratique du Congo, en attendant l'investiture de Félix Tshisekedi qui devait se tenir ce matin, mais qui finalement a été reportée de 2 jours, les tractations se poursuivent sur la formation du gouvernement entre le FCC, la plateforme de Joseph Kabila, et le CACH, celle du président fraîchement élu. L'un des premiers actes du président Tshisekedi consistera en la nomination d'un informateur, une personnalité qui doit chercher une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Une assemblée qui, au vu des résultats des législatives, reste largement acquise à Joseph Kabila. 3000 participants, grands patrons, chefs d'État et de gouvernement et personnalités de la société civile se donnent rendez-vous de mardi à vendredi à Davos pour la 49e grande messe du capitalisme mondial. Des participants qui ne négligeront certainement pas le rapport de l'ONG Oxfam publié la veille qui pointe que les 26 personnes les plus riches de la planète ont accumulé autant de richesses que celles dont dispose la moitié, la plus pauvre de la population mondiale, soit 3,8 milliards de personnes. 27 militaires vénézuéliens ont été arrêtés lundi après s'être soulevés contre le régime du président Nicolás Maduro à 2 jours d'une manifestation organisée à l'appel de l'opposition pour exiger un gouvernement de transition. Le président de l'Assemblée constituante, affilié au régime, a précisé que le leader de cette équipe était le sergent Alexander Andrés Figueroa. Et c'est tout pour ce soir. Vous pouvez revoir ce journal et bien d'autres informations sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous.